Je vais bien en poser une, bien que je sois totalement impressionné et estomaqué par la richesse. Et ça correspond bien à ce qu'on a vécu au Conseil de développement, la conception non fétichiste, non déterministe du numérique et tout ça. Donc on se sent bien en phase. Bon, ma question, c'est, on voit bien individuation, individualisation, voilà, la multitude, on dit aussi, hein, parfois. Et puis ensuite, la cité, où il y a quand même une dimension un peu collective. Et est-ce qu'il y a des intermédiaires entre les deux ? C'est-à-dire, est-ce que... alors, on parle des communs urbains, où là, vous avez une approche ethnographique, mais individuelle. Quartier, Grand Clément, il y a peut-être un conseil de quartier, il y a une perception peut-être collective, localement collective du quartier. Est-ce que ça existe encore dans notre univers numérique ou est-ce qu'il n'y a plus que la multitude et au fond, entre voilà, je ne sais pas si je suis clair, c'est un peu compliqué. Si, je crois que... Qui veut ? Vous voulez parler tous les deux ou... On commence. Oui, alors, effectivement, votre question permet d'approfondir finalement cette question de l'enquête ethnographique. Évidemment, c'est en lien avec différents types d'acteurs. Le RISE de Villeurbanne en particulier. Hein. Et puis dans les réseaux sociaux numériques, finalement, on interroge aussi la constitution de groupes. Donc, il existe des groupes, hein, Facebook, sur la ville, et c'est des choses qui nous intéressent beaucoup. C'est notamment parce que, finalement, ce rapport au territoire, on sait très bien qu'il est très largement formé, accompagné par des acteurs collectifs. Donc, cette dimension est également présente. Voilà, question très compliquée. J'ai essayé d'y répondre sur un axe différent sur qu'est-ce qu'il y a entre le global et l'individu. En gros, tous les corps intermédiaires de la cité. Et je sors encore plus de mon côté scientifique là, hein, mais je crois que ça fait partie d'un des états de difficulté de la société française, de dissolution de pas mal de corps intermédiaires qui font le lien social, qui demandent d'être renouvelés, notamment dans leur pratique, pour tout ce qui est les associations, les conseils de quartier, les syndicats, les partis politiques aussi. Tout le monde est interrogé en ce moment là-dessus, de ce fait d'individuation. Le mot est vachement bien, d'éparpillement de ces choses-là. Et en même temps, de l'autre côté de l'échelle, il y a ce côté... on cherche une société, c'est Hannah Arendt qui dit l'homme est un animal politique, il a besoin d'être dans un groupe, et puisqu'il n'est plus là, on se finit par s'enfermer parfois dans des communautés dont on a besoin, qui deviennent enfermantes au lieu d'être juste englobantes, et on tombe dans le communautarisme, notamment quand il y a des phénomènes de ségrégation urbaine qui font que on est relégué dans certains quartiers alors qu'on voudrait aller dans d'autres. Et je pense pas que le numérique soit une solution. En tout cas, c'est un état de fait, et ça produit d'autres modèles. Les modèles d'intermédiation, de recherche de sa propre communauté, mais de valeur sur un point en particulier. La chose sur laquelle je ne suis pas au clair, c'est à quel point c'est limité à certaines strates de la population, et qui ferait qu'il y ait une multitude de gens qui sont éparpillés, éclatés, et puis d'autres qui vont bien, qui arrivent à faire société, ce qui serait catastrophique, en fait. Donc, comment on arrive à rendre ça inclusif, encore une fois. Donc voilà, je pense qu'il y a une révolution aussi, enfin un impact de la révolution numérique sur les modes de façon de faire société, mais on voit apparaître les choses d'habitat collaboratif ou coopératif, on voit apparaître les colibris qui sont des trucs qui sont hyper ponctuels sur un projet, sur une valeur, où ça rassemble du monde. On voit une capacité d'engagement de la jeunesse qui est beaucoup plus forte qu'avant, en fait, mais dans des cadres différents. Et donc, je pense qu'il y a ça en train de se recomposer, mais du coup, on est paumé aussi. Merci. Mais il y a le danger de cette intermédiation communautaire, on dira. Il faut pas, à mon avis, qu'il ne faut pas négliger, quoi. Mais enfin, voilà. Monsieur Nob. Oui, je prolongerai la question auprès de Julia Bernard-Corsi. Est-ce que vous envisagez
restitution intéressante par quartier, auprès par exemple des conseils de quartier. Vous avez du boulot là. Oui. Alors on va déjà travailler sur le quartier Grand Clément en particulier. Par exemple, le quartier Grand Clément. Voilà. Oui, tout à fait. Ça pourrait être, ça fera partie dans l'année prochaine en fait aussi des mises en dialogue des résultats. Parce que, ce que j'ai tout à l'heure, je parlais du temps long, mais il y a aussi des questions qui se posent sur Villeurbanne, qui s'inscrivent en prolongement de travaux qui avaient été menés. Bon, Isabelle Garcin-Marot avait fait partie d'ailleurs de ce travail-là sur ce qu'on pouvait observer comme élément un peu saillant des représentations, des mémoires de Villeurbanne dans la presse, dans le magazine local en particulier, ou à travers des enquêtes auprès des habitants. Donc il y a cet objet, ce site atelier, puisque c'est un site atelier pour IMU, Grand Clément. C'est une manière de continuer à travailler sur ces représentations et à justement pouvoir créer des lieux d'échange autour de ça. Je ne vois pas de demande de prise de parole. Là-haut, mon regard ne portait pas jusque-là. Les invisibles. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Ça marche ? Est-ce qu'il n'y a pas une population qui a tendance à fuir la ville ? Et est-ce que aussi il n'y a pas des gens qui vont rentrer en résistance par rapport à tout ce système de données de partout ? Il y en a déjà aux États-Unis. Ouais. Oui. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement donc on est arrivé progressivement jusqu'à 80% de la population qui vit en zone urbaine, avec une petite accélération à un moment, et puis là on arrive sur un plateau. La question c'est de savoir pourquoi les gens ne vont pas plus dans la ville. Est-ce qu'ils refusent la ville ou est-ce qu'ils ne peuvent pas accéder à la ville ? Il y a quand même un côté, les villes-centres sont dans des mécanismes de gentrification qui font que quand on n'a pas les moyens, on n'a juste pas les moyens. On n'y va pas. Et donc il y a une tendance assez récente à fuir les grandes villes pour aller se réinstaller dans les villes moyennes, qui étaient plutôt dans des modes de désertification il n'y a pas très longtemps. Donc c'est plutôt une bonne chose. Par contre, la question c'est de savoir, est-ce que c'est une volonté d'aller se mettre dans un endroit qui est plus serein, qui est plus calme, qui est moins exposé, ou est-ce que c'est une nécessité d'aller dans un endroit où économiquement on arrive à survivre ? Cette question-là, elle n'est pas claire. Voilà, en gros, la question qui est derrière, c'est est-ce que les mécanismes de marché suffisent à répartir l'habitat de manière équitable, ou est-ce qu'il faut de plus en plus de régulation ou pas ? Est-ce que les politiques de logement social, de mixité urbaine permettent à chacun de choisir son habitat ? Et donc là, après, la question, c'est est-ce que j'ai eu la liberté, moi, d'aller habiter à la campagne ou dans une ville intermédiaire, ou est-ce que j'y étais contraint ? Donc, cette question-là, moi, pour le coup, j'ai pas les réponses là-dessus. Je pense que c'est un phénomène qui est trop récent, en fait. Voilà. Par contre, sur la question de la résistance, c'est une chose qui est vachement intéressante. On a vu, à chaque fois qu'il y a des intrusions technologiques dans notre environnement, des moments de résistance qui sont fondés sur des réflexes qui ne sont pas toujours ceux qui correspondent au discours qui est tenu. Je pense notamment à toute la période qu'il y a eu sur le refus d'installation des antennes de réseaux cellulaires, où c'est toujours un peu compliqué par ailleurs, mais bon, la densité s'est faite, donc le problème est moins fort, mais où des gens refusaient l'installation d'antennes dans leur environnement pour des angoisses, en tout cas, autour de la santé. Légitime, pas légitime, j'arrive pas là-dessus parce que, moi, de mon point de vue, on n'a pas de preuve que c'est gênant, mais bon, voilà, on ne sait jamais. Imaginons. Par contre, refuser d'avoir une antenne sur son toit, pour ces raisons-là, c'était complètement stupide parce que c'est l'endroit où on capte le moins l'antenne, où on est le moins exposé au truc. Et ce genre de mécanisme-là, avec des pulsions, des angoisses qui amènent des mécanismes irrationnels de refus de la techno, même si l'angoisse est légitime ou pas, ça arrive tout le temps. Il y a la problématique des compteurs Linky, de ERDF.
où il y a un refus sur un discours public qui est mystique. Cancer du cerveau, incendie, les ondes, alors que LinkedIn n'en utilise pas, etc., etc. Par contre, Gaspard, qui est déployé par GRDF, aucun problème, alors qu'il utilise des ondes. Qu'il y a les mêmes questions de données personnelles, etc., etc. Sauf que, comme le disent les collègues de chez GRDF, le compteur de gaz, en général, dans les immeubles, il est dans la cage d'escalier. Le compteur électrique, il est à l'intérieur de la maison. Et voilà. Et puis, des gens... Alors, après, il y a des gens qui ont des angoisses dessus, qui se forgent, d'autres qui les instrumentalisent de manière légitime ou pas. Et ça ramène à des choses comme ça. Et ce qui est sûr, par contre, c'est que... Et c'est ce que j'enseigne souvent dans les cycles ingénieurs, c'est que quelle que soit la raison pour laquelle il y a un refus à un moment qui se pose, de toute façon, s'il n'y a pas adhésion à un service ou à un usage, s'il n'y a pas acceptation de la technologie, il n'y aura pas d'usage, il n'y aura pas de service. Et donc, de toute façon, il faut comprendre ça, il faut comprendre comment le récit se forme, pourquoi, s'il est légitime, comment on répond aux questions légitimes, s'il est illégitime, comment on démonte, comment on forme les gens pour qu'ils n'aient plus peur de leur ombre, mais voilà, comment on y arrive. Et le meilleur exemple de ça, c'est l'équivalent de Linky au Canada, où il y a eu les mêmes problématiques, les mêmes discours que sur le Linky en France, où il y a eu un moratoire sur le déploiement de ces trucs-là, et qui a été fait parce qu'il y a eu un incendie ou deux qui se sont déclarés sur des modèles défectueux. Et dans la presse, ça s'est terminé, il y a eu des épidémies de cancer du cerveau. Un grand applaudissement, je pense, pour nos deux intervenants qui nous ont passionnés. Et mille merci.